Ce podcast a été commandé par l'Alliance internationale pour la gestion de l'eau de pluie dans le cadre de son projet pluie. Podcast pluie. Pluie. Podcast pluie. Pluie. Podcast pluie. Podcast pluie. Bonjour, je suis Rachel Nisbet, une Anglaise prise par l'angoisse du changement climatique. Pour la contrer, je partagerai mes conversations avec des personnes de la région de Genève qui changent la façon dont l'eau de pluie est gérée. Ce podcast pluie, il s'intéresse particulièrement à la façon dont le volume de green water peut être augmenté dans le Grand Genève. Green water, l'eau issue des précipitations atmosphériques qui est absorbée par les végétaux. Green water, qui est reconnu comme étant essentiel à la résilience de la biosphère et à la séquestration du carbone par les plantes. En 2022, le Stockholm Resilience Center a indiqué qu'il n'y avait plus assez d'eau green water dans le monde. Cependant, Francis Ponge, dans son poème La végétation, a déjà représenté la possibilité de créer un tissu de pluie fait de végétation qui puisse absorber les excès de pluie et amortir les sécheresses. Cela me rassure. La pluie. Pluie. Après avoir pris connaissance des bassins de rétention de l'eau de pluie créés au CERN, j'ai voulu en savoir plus sur la valeur de ces bassins pour la faune et la flore. J'ai donc contacté le Karche Genève, un ONG spécialisé dans la protection des reptiles et des amphibiens. Avant de rencontrer Yara Leone, je savais que la végétale anime la vie des animaux. Mais avec elle, c'est la vie des étangs qui s'anime. Pluie. La pluie. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer, Yara Leone, pour le podcast Pluie. Bonjour, merci à vous. Pour une première question, est-il vrai que 90% des étangs, un habitat vital pour les amphibiens, ont été supprimés depuis les années 1850 en Suisse? Alors c'est vrai que les différents usages des plans d'eau se sont perdus au fil du temps. Avant on les utilisait pour des sécurités, enfin un volume d'eau pour une sécurité pour un incendie, pour produire du poisson, ce qu'on fait beaucoup moins. Et donc quelque chose qui n'est plus fonctionnel, souvent il disparaît. En plus de ça, on va dire que ces derniers siècles a beaucoup contrôlé l'eau, donc en endiguant, en canalisant nos cours d'eau, en les mettant sous terre, en drainant toutes ces zones un peu marécageuses pour en faire de l'agriculture. Et donc concrètement, tout ça, ça a fait diminuer le nombre de zones humides qu'on a. À l'école, quand je regardais des cartes de l'évolution de nos paysages dans le temps, je peux vous confirmer que je remarque des disparitions du coup de ces petites zones bleues qui représentent les zones humides sur une carte. Elles disparaissaient au moment d'amélioration foncière, donc on agrandissait les parcelles agricoles. La pluie. Qu'est-ce qui vous motive à travailler pour le Karche et de protéger les amphibiens et les reptiles indigènes de la Suisse? Alors, j'ai connu le Karche Genève et ses actions de protection il y a 6 ans, quand j'ai fait mes stages pour entrer dans mon école en gestion de la nature. Actuellement, je suis membre active. Je suis plus spécialisée sur l'écologie des amphibiens et il faut dire que c'est un peu leur complexité et leurs exigences écologiques qui m'ont plu. Il faut savoir que ce sont des animaux, on va dire, assez fragiles. Ils ont la peau perméable, par exemple. Donc, ce sont aussi un peu des bio-indicateurs et le fait que quand ils sont présents dans certains milieux, ça indique aussi que le milieu est assez sain, équilibré. Et je trouve très intéressant du coup de pouvoir lier les deux. Et j'aime aussi le fait que il y a une certaine, au niveau de l'opinion publique et du point de vue comme ça des gens, il y a un peu une image controversée donc, de l'herpétofaune qui du coup rassemble les amphibiens et les reptiles.
Donc il y aura les gens qui vont les adorer un peu comme moi, on va dire, et puis il y a ceux qui en auront un peu peur, les trouveront pas forcément très beaux, et du coup j'aime beaucoup aussi rentrer en contact avec ces personnes, un peu histoire de sensibiliser et essayer de changer les mentalités des gens. Voilà. Les pétaphores, c'est un nouveau mot pour moi. Entendre le croissement des grenouilles lors des soirées chaudes annonce pour moi la saison de la baignade en lac. Sinon, je ne pense pas vraiment aux reptiles et aux amphibiens. Mais pendant les vacances de Pâques, ma famille était dans la vallée de Chamonix. Une soirée, nous avons vu un crapaud sauter du trottoir sur la rue. En le suivant, j'ai vu que cette créature n'était pas le seul à faire le voyage. On aurait dit un groupe de marathoniens de montagne, bien entraînés, dans une compétition sérieuse. Ils quittaient les temps où ils avaient frais. Ils étaient si musclés, si concentrés et si épuisés. Ils se trouvaient au milieu d'une route principale. Je suppose que c'est à la fois la disparition des étangs et l'augmentation du trafic routier qui rend la vie des amphibiennes si précaire dans le Grand Genève. Alors oui, très clairement, ce sont certaines des causes majeures de leur régression. La diminution du nombre d'étangs, ça diminue le nombre de lieux où ils peuvent se reproduire, les amphibiens, et l'augmentation du trafic, donc avec la création de nouvelles routes ou encore la densité des voitures qui augmente, c'est clairement des soucis pour eux. Après, il faut dire quand même que les menaces sont nombreuses. Il y a par exemple aussi les pollutions chimiques qui arrivent dans les eaux, qui peuvent poser problème, certains prédateurs, comme nos chats que nous adorons mais qui sont des bons chasseurs pour eux, ou plus globalement avec le réchauffement climatique, la diminution de la quantité de pluie qui tombe et donc la diminution du volume d'eau dans les zones humides. Donc, on peut dire qu'en effet, ils ont une vie de marathonien. La pluie, la pluie. Avant de voir les crapauds à Chamonix, peut-être que j'aurais dit que des étangs sont juste les foyers de moustiques. Mais j'ai définitivement changé d'avis lorsque j'ai vu tous les crapauds se coincer au bord de la route. Ils ont fléchi leur risque en essayant de grimper, mais d'escalader les bordures de granit menant au trottoir semblait aussi périlleux que d'escalader une voie dans les montagnes enneigées devant nous. Si les crapauds étaient complètement coincés, ils ont resté totalement silencieux. Et je me suis retrouvée accroupie à les ramasser sur mon portefeuille, un par un. Si nos auditeurs sont concernés par le sort des amphibiens et des reptiles, comment pourraient-ils soutenir le Karche? La pluie. Alors le CAR Genève, il a ses projets de sauvetage, car en effet, actuellement, je pense qu'il est indispensable dans la conservation des amphibiens. On a par exemple des barrières à amphibiens où chaque matin, on va venir ramasser les amphibiens qui ont rampé à côté de la barrière, qui sont tombés dans les seaux. Et chaque matin, grâce à notre équipe et notamment nos bénévoles du Karche, on les ramasse du coup pendant la période de migration. Et le Karche crée-t-il des étangs dans la région pour protéger les amphibiens? Alors bien sûr, la création d'étangs, elle fait partie intégrante de nos actions. Il s'agit quand même de l'habitat de reproduction de toutes les espèces d'amphibiens, donc on n'aurait pas pu passer à côté. On a un projet, le projet 222 étangs, donc financé en majorité par le Fonds vert des SIG, qui consiste, comme son nom l'indique, à créer 222 étangs supplémentaires à travers le bassin genevois. Actuellement, je suis contente de dire que nous sommes arrivés à 150 étangs de créer, et voilà, il nous en reste une soixantaine à poser. Donc les auditeurs, ils pourraient contacter le Karche s'il reste encore les étangs à créer. La pluie. Oui, bien sûr, le projet est encore actuel, donc va se faire encore sur quelques années. Donc chaque propriétaire privé, une entreprise qui aurait une parcelle ou aussi des collectivités publiques peuvent nous contacter dans le cadre de ce projet-là afin de, on va dire, participer à développer toutes ces petites zones relais humides à travers le canton. J'aime bien cette image de création de zones relais pour les reptiles et les amphibiens. Mais ils jouent quel rôle dans nos écosystèmes locaux, ces animaux?
Alors, ils ont un rôle quand même important, hein. Ils font partie intégrante de nos écosystèmes indigènes, hein. On les trouve dans les zones humides, comme on a pu voir, mais aussi dans nos jardins, dans nos forêts, en zone agricole quand elle est extensive, ou encore dans des milieux plus séchards pour les reptiles, donc ils sont en partout. Et ils font partie de ces chaînes trophiques, donc ces chaînes alimentaires indispensables pour le maintien de la biodiversité. Donc en tant que proie, quand on pense à un héron qui viendrait manger une petite grenouille, ou en tant que prédateur si on pense un peu aux insectes dont ils se nourrissent. Donc on a parlé d'herons, de grenouilles, mais quel est un des étangs les plus riches en nature qui ont été créés par le Carre Genève? Alors votre question elle est difficile parce que moi j'en aurais pas un qui me vient en tête, mais je voudrais plutôt présenter la diversité de nos créations. Donc en effet on aura des plans d'eau, des grands plans d'eau sûrement bâchés qui seront du coup généreusement fournis en végétation. Donc ça souvent on se dit ok là c'est le top de la biodiversité, mais il faut pas oublier certains petits bassins surélevés dans des endroits où on n'aurait peut-être pas pu enterrer un plan d'eau, mais qui accueillent quand même une certaine biodiversité, ou encore des gouilles très pauvres en végétation, qui se trouvent plutôt en zone agricole et qui ciblent un crapaud pionnier, donc le crapaud calamite. Et toutes ces zones, en fait, elles sont indispensables. Et pour moi, tout étang, tout plan d'eau qui abrite au moins une de nos espèces genevoises qui est menacée, est riche en nature et en biodiversité. Quand vous venez avec un étang, qu'est-ce que vous amenez aussi? Alors, nous, du coup, on amène le plan d'eau, enfin le matériel. Et du coup, nous, ce qu'on va amener, ce sera des plantes aquatiques, donc indigènes, prélevées en nature à Genève pour maintenir aussi cette biodiversité genevoise. Car voilà, on parle des amphibiens, de leur disparition, mais en fait, les plantes aquatiques subissent le même sort. Et donc, on va amener ces petites plantes aquatiques. Et le reste viendra de lui-même. Donc les animaux, je le précise bien, viennent d'eux-mêmes en se déplaçant, en marchant et en volant pour certains insectes. Donc combien de temps faudrait-il pour que les amphibiens colonisent un étang nouvellement créé? Alors, tout dépend de la connectivité qu'il y a autour. S'il y a un autre plan d'eau où des amphibiens sont déjà présents dans un rayon d'une centaine de mètres, le plan d'eau il va être colonisé très certainement dès la première année, hein. Il y aura déjà des visites d'amphibiens. Après, si le plan d'eau nouvellement créé, il se trouve dans une zone qui est un peu moins bien connectée, où il y a peut-être aussi certains pièges qui rendent difficile le déplacement, comme des bouches d'égout, des trottoirs infranchissables, bah là ça pourra prendre quelques années, je dirais jusqu'à environ 5 ans, sinon c'est qu'il y a vraiment un problème de connexion. Et voilà, je précise que quand on a un plan d'eau, c'est un milieu dynamique qui prend un moment à s'équilibrer, qui donc il faut aussi être patient. Pluie, pluie. Et un étang vivant, c'est un étang bruyant? Alors c'est vrai qu'un étang ça abrite beaucoup d'activités, hein. On se rend pas trop compte si on se penche pas et qu'on regarde, et même comme ça, hein, on voit pas tout, parce que les animaux ils sont plutôt discrets, ils sont là plutôt la nuit. Mais il arrive quand même qu'il y ait certaines espèces plus brillantes qui s'installent, comme la grenouille verdâtre, qu'on reconnaît car elle chante aussi la journée dans les plans d'eau ensoleillés. Et justement, on a pu remarquer qu'en ombrageant un peu certains plans d'eau, surtout dans les zones villas où ça pourrait poser des problèmes au voisinage, cette espèce, elle emmagasine beaucoup moins d'énergie et du coup, elle chante quand même moins fort. Donc c'est très positif pour tout le monde en fait. La création des petits flaques d'eau permettrait-elle également de mieux absorber les eaux crues pendant les périodes de pluie intenses à la région du Grand Genève? Alors, il est sûr que tout contenant d'eau, ça va stocker un volume, même temporairement, d'eau. Après, nous, nos plans d'eau, on les fait surtout pour favoriser la biodiversité, mais j'ai pu voir chez certains propriétaires des petits systèmes qu'ils avaient installés pour récupérer l'eau de pluie des toits et l'acheminer vers leur plan d'eau, par exemple. Donc, on peut y voir en effet un certain effet de stockage temporaire. Ensuite, c'est vrai que du coup, on va dire les bassins d'un plus grand volume auront une efficacité plus grande dans le stockage d'eau, et aussi tout ce qui est zone semi-humide comme des prairies inondables qui sont réservées pour justement la sécurité en cas de crue. Donc tout ça sont des installations indispensables pour récolter ces eaux au lieu de directement les drainer, les acheminer dans les systèmes, on va dire, un peu industriels, et ce qui fait que du coup, ça bloque après parce qu'il y a trop d'eau d'un coup. Donc c'est en effet important d'avoir ces petites récoltes d'eau temporaires pour un peu tamponner la rapidité de l'eau qui tombe et qui ruisselle et qui fait des dégâts. Et
pour vous, Yara, ça fait 6 années que vous avez travaillé dans le milieu Oui. humide. Alors, qu'est-ce que c'est votre rencontre la plus marquante autour d'une plan d'eau après les pluies? Donc moi, je suis une sentimentale, donc j'ai envie de vous dire, toutes mes rencontres sont marquantes. C'est vrai que quand on a fait un aménagement et qu'on voit ensuite les amphibiens arriver, on est vraiment content. Mais je dirais quand même, ce qui me marquait le plus, c'est quand j'étais un corps bénévole et que j'allais m'entraîner à une réserve où il y avait un plan d'eau juste à côté de chez moi. On pouvait y aller sans souci parce que les sentiers étaient assez accessibles et on voyait du coup lors des périodes de migration beaucoup d'amphibiens se déplacer. Et j'y allais souvent avec mon frère parce que j'avais peur d'y aller toute seule. L'activité des amphibiens c'est nocturne donc c'est souvent la nuit. Donc voilà, c'est pour ça que je n'aimais pas trop y aller toute seule. J'y allais avec mon frère qui, je le voyais dans ses yeux, était assez fier de ce que je lui montrais, du métier que j'étais en train de commencer à faire. Et voilà, j'en garde un bon souvenir et des bons fous rires. Et vous avez trouvé des animaux Ah, lors bien de ces sûr. soirées? Oh bien sûr, oui, là-bas c'est surtout des tritons alpestres et des crapauds communs. Donc voilà, je vais à la bistoquette quand Et je c'est fais comment ça. un triton alpestre? Alors le triton alpestre, ce sera du coup, on va dire un peu, ça ressemble un peu à une salamandre au niveau de la posture, comment ça marche, tout ça. Mais il sera beaucoup plus aquatique comparé à la salamandre tachetée qui elle va surtout, bah, ce sera la larve qui sera aquatique. Lui, il va quand même passer un petit moment dans l'eau, un peu plus longtemps. Et ce qui est joli, c'est quand il est en période de reproduction, le mâle est souvent bleu, bleu un peu presque bleu roi. Donc il est assez, même s'il est petit, il est assez majestueux. Voilà. De croiser les rois majestueux le Ah oui, soir. hein. Hein. C'est bien d'amener le frère avec. C'est vrai. En cherchant à savoir ce qui est fait pour mieux gérer l'eau de pluie dans un climat changeant, j'appris que Greenwater a un rôle majeur à jouer dans ce processus d'adaptation au changement climatique. Cette approche est bénéfique non seulement pour les personnes, mais aussi pour la nature de notre région, comme j'ai découvert au Karch Genève. Si vous vous demandez encore ce que vous pouvez faire pour contribuer à la création d'une ville éponge, écoutez notre prochain épisode. Notre projet, lui, il a été financé par la Fédération genevoise de coopération, ainsi que le pôle métropolitain du Genevois français, et puis la ville et le canton de Genève. Podcast lui, La 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 pluie. podcast lui, La 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 pluie. podcast lui, podcast lui. Le podcast Pluie a été produit par le Pluie, The Storywell.